Donc on dirait que la sexualisation en tant que telle, c'est donner un caractère sexuel à quelque chose ou à quelqu'un qui n'en a pas en soi. Si on veut, la sexualisation a toujours existé. Mais le phénomène qui est le plus récent et qui est le plus proche de nous, c'est l'hypersexualisation. Hyper, pourquoi? Parce que c'est un phénomène extérieur à nous qui va couvrir, en fait, qui est omniprésent dans la sphère publique, dans notre espace public, et qui ne se cantonne pas seulement à la sphère commerciale, tous les vêtements, tout ce qu'on propose, tous les accessoires qu'on propose, mais qui entre maintenant aussi qui englobe aussi, qui engloutit aussi la culture populaire. L'hypersexualisation est un système qui se base aussi sur le consumérisme, le capitalisme, et que les deux vont ensemble, ça lie ensemble pour s'imprègne des stéréotypes sexuels pour vendre toujours plus, parce que ça génère de l'argent. Mais ce qui est encore plus peinant, c'est que ce matraquage médiatique-là est vu par les enfants, puisqu'ils se retrouvent dans tous les espaces de vie, dans l'environnement en général. Donc ce ne sont pas des publicités qui sont cachées, qui sont pour adultes, qui ne sont pas vues, mais on les retrouve aussi dans le métro, dans les abribus, devant les écoles. Alors c'est une publicité très accessible et qui a beaucoup de dommages dans l'imaginaire de nos jeunes. La conséquence du sexisme et de l'hypersexualisation chez les filles, ça va être plus lié au corps. Pour répondre aux standards de beauté tels qu'ils sont véhiculés dans la société, sur les panneaux publicitaires et tout, les filles vont s'astreindre très souvent à des régimes alimentaires. Ça peut aussi créer des troubles comportementaux alimentaires, anémie, boulimie aussi dans certains cas. Et aussi avoir un impact sur la perception de leur propre corps. Donc en général, en tout cas pour la plupart des filles que j'ai rencontrées, vers l'âge de 13 ans, de 12 ans, qui commencent à entrer dans l'adolescence, il y a vraiment un déplaisir face à son propre corps, puisqu'il y a comparaison avec des modèles qui ne sont pas réalistes en vérité. Si les filles québécoises blanches pourraient s'identifier à ces modèles-là qui sont portrayés dans la société, qu'en est-il alors des filles qui sont racisées que nous rencontrons, qui sont encore plus éloignées de cet idéal-là, parce qu'elles sont très peu représentées. En général, le standard de beauté, c'est la fille plantureuse, blonde, longs cheveux, cheveux pas crépus du tout. Donc, quand les femmes racisées sont portrayées, ce sont en général des femmes qui vont avoir le teint éclairci, qui vont avoir des yeux clairs ou qui seront sauvages, sensuelles dans des environnements peu réalistes. Il va avoir aussi une certaine, en tout cas, de l'expérience que j'ai retirée dans les groupes de filles avec lesquelles j'ai travaillé, une certaine honte. J'ai pu remarquer une certaine honte à être une fille, en fait, une certaine honte de sa propre identité féminine, en fait, qui est souvent associée à des expériences difficiles à vivre, des expériences de harcèlement par les garçons en milieu scolaire, des interdictions, parce qu'il faut pas croire, les jeunes entre eux, l'influence des pères est très forte. Donc des interdictions de se réaliser, parce que les jeunes entre eux se ramènent à l'ordre, en fait, une fois qu'ils se rendent compte que leur père échappe, en fait, à tous les critères qu'ils qualifieraient de masculin ou de féminin. De l'intimidation aussi qui est vécue lorsqu'un garçon s'intéresse un peu plus à ce qui est traditionnellement dévolu aux filles. Et les garçons qui répondent aux critères de virilité, donc qui sont imposés par tous les stéréotypes masculins, vont intimider ceux qui ne rentrent pas dans le cadre, ceux qui ne répondent pas à ces critères-là. Pas si loin que ça, dans les années 80, Lego proposait des jouets non genrés, en fait, les mêmes Lego pour les filles, unisex pour les filles, aussi bien pour les filles que les garçons. Tandis qu'aujourd'hui, ils sont compartimentés, ils sont sexualisés, en quelque sorte, en tout cas, ils répondent aux stéréotypes sexuels de rose et de bleu.
Moi, ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup interpellée lorsque je me promène dans les grandes surfaces. C'est ce que je constate. En ce qui concerne les alternatives pour les jouets, il existe des grandes surfaces qui, suite à des plaintes, décident de lancer des catalogues de jouets antisexistes. Donc, vous allez avoir des garçons qui vont être représentés dans ces catalogues-là tenant des poupées, donnant le biberon à des poupées. Vous allez avoir des filles qui seront en pleine action devant des jouets de construction. Donc ça, c'est des initiatives à encourager et qui ont pour objectif d'ouvrir les possibilités pour les parents qui achètent des jouets pour les enfants. Du côté de la littérature, il existe des maisons d'édition, pour la plupart féministes, qui proposent des livres qui vont vraiment inverser les rôles. Donc, on va avoir des pères qui ont des rôles, qui s'occupent de leurs enfants. On va avoir des pères qui vont aller chercher leurs enfants à l'école. On va avoir des contes d'un autre genre où la princesse va porter l'armure pour aller délivrer le prince qui est emprisonné, qui est retenu prisonnier par le dragon. Ça existe et ce sont des ressources qui gagneraient à être connues. Quelles sont les actions citoyennes que les parents peuvent faire? Tout d'abord, avant de dénoncer les publicités sexistes, très important, il faut que les parents se sondent eux-mêmes et pour combattre les stéréotypes sexuels et sexistes, développent leur argumentaire. Pour le faire, il va falloir se renseigner sur le phénomène, s'informer. Il y a plusieurs organismes communautaires qui ont développé des outils autour de l'hypersexualisation, des guides de parents pour accompagner les parents de préadolescents et aussi des guides de plainte pour dénoncer une publicité sexiste. Ce qu'il faut faire aussi, c'est peut-être que ça a l'air peut-être difficile à faire, organiser des activités d'échange, d'opinion entre parents ou bien dans le milieu du travail, des activités de sensibilisation avec nos collègues, avec nos amis, nos amis parents, mais aussi de façon plus humble, au lieu d'organiser quelque chose avec la famille, avec les enfants, peut-être susciter leur esprit critique en décodant les émissions qu'ils préfèrent le plus. Parce que l'interdiction, quand on va vers l'interdiction, on va vers le mur. Mais en tout cas, organiser des décryptages familiaux d'émissions de télévision, questionner les publicités qu'on nous montre. Pourquoi est-ce que dans cette publicité-là, c'est la mère qui va chercher l'enfant à l'école? Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être le père? Des questions comme ça qui suscitent l'esprit critique chez les enfants. Et aussi ne pas hésiter à signaler son mécontentement à un espace commercial, en tout cas qui utilise la publicité sexiste. Le signaler d'abord et peut-être aller plus loin en écrivant une lettre, en se faisant entendre, en écrivant une lettre à sa municipalité ou en suivant le processus de dépôt de plainte concernant une publicité sexiste. Un certain découragement peut être vécu par les parents, par les personnes qui veulent se mobiliser, de voir que les choses n'avancent pas rapidement, mais la force de l'action collective est à ne pas négliger, toujours continuer à se faire entendre, à porter plainte, parce que la pression du groupe aussi suscite des retraits aussi. On l'a déjà vu, des retraits de publicité ou des excuses publiques. Et le fait aussi en tant que parent de faire ce geste-là, même s'il n'aura pas un résultat immédiat, quel exemple est-ce que nous donnons à nos enfants en faisant ce geste-là? C'est ça aussi qui est très intéressant dans la démarche.